Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon deuxième livre qui s'appelle Savoir se faire recruter. Il est sorti chez Studirama en 2010 ou 11 je crois de mémoire et il a été réédité plusieurs fois. Il va être réédité probablement avec une autre couverture et peut-être un autre titre. Et bien sûr à chaque réédition il est complété, enrichi, adapté, nuancé parce que les choses évoluent et que voilà, on n'a jamais trop d'informations sur ce genre de choses. Alors, je vais vous parler un peu du contenu de ce livre pour vous donner envie, bien sûr, de le lire et en tout cas, pourquoi pas d'en parler ou simplement, si ça peut vous donner des idées, eh bien, c'est toujours ça de prix. Donc, la première chose, ce livre a une histoire et c'est mon histoire. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tenu à écrire ce livre parce que j'ai eu un parcours un peu particulier. C'est-à-dire que je me suis reconverti à 29 ans mais j'avais accumulé des compétences en psychologie, en connaissance de soi et des autres, etc. Et je voulais faire du recrutement. Et grâce à Pôle emploi, qui s'appelait à l'époque la NPE, ils m'ont proposé une formation en troisième cycle RH qui m'a permis très rapidement d'ailleurs de trouver du travail en recrutement. Mais sauf que ça s'est mal passé en fait, parce que j'ai fait 3 boîtes en 2 ans et du coup, ça a été un peu terrible comme période pour moi en fait, comme expérience. Parce que je me posais des questions, est-ce que je suis fait pour ça? Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que le monde de l'entreprise n'est pas fait pour moi? Est-ce que c'est le recrutement? Voilà, c'est quoi le problème? J'arrivais pas à comprendre. 3 boîtes, 3 problèmes, 3 fuites. Donc du coup, ça m'a obligé à changer 4 fois, enfin même 5 fois, parce qu'il a fallu que je trouve un stage aussi avant, que je trouve 5 fois en fait un stage et ou un job, et c'est la même démarche d'ailleurs, en moins de quoi, 2 ans et demi, à peine 3 ans. Et la bonne nouvelle de ça, c'est que cette expérience douloureuse et compliquée a eu un effet positif, c'est qu'elle m'a obligé à devenir un expert en recherche d'emploi. Parce que sur le coup, je ne m'en suis pas rendu compte, mais j'ai eu une chance inouïe, c'est que j'étais à la fois recruteur débutant, donc en train de tout observer, tout apprendre, tout comprendre, et en même temps j'étais chercheur d'emploi. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont vraiment dans cette situation-là, d'être à la fois d'un côté et de l'autre, de la barrière. Ce qui fait que j'ai compris des choses, et comme j'étais en plus en situation d'urgence financière, j'ai vraiment mis vraiment les bouchées doubles pour décrocher un maximum de rendez-vous et un maximum de propositions d'embauche. Et sur le plan-là, j'ai relativement réussi. D'ailleurs, je suis presque jamais resté au chômage, puisque en 2 ans et demi, j'ai décroché 123 entretiens d'embauche et 43 propositions d'embauche fermes. Voilà. Donc ça, c'était un peu l'introduction. Et bien sûr, quand j'ai édité mon premier livre, après j'ai eu envie d'en écrire un autre, et j'ai même pas réfléchi, c'était évident que le livre que j'avais envie d'écrire, donc ce que j'avais envie de proposer, de vous apporter, c'est ça, c'est mon expertise dans cette recherche ô combien difficile, qui s'appelle la recherche d'emploi. Alors, c'est quoi le contenu du livre? Il y a en gros 5 parties. C'est un livre en fait qui se veut exhaustif, c'est-à-dire qui va pas seulement se contenter de vous donner des conseils du genre faites ci ou faites ça, mais qui va vous donner une vision absolument complète de votre évolution professionnelle avant même de chercher et après avoir été, j'ai envie de dire, embauché. C'est pour ça qu'il y a 5 parties. Donc la première partie, c'est avant, bien sûr. Moi, je vous conseille très, très, très fortement, sauf évidemment si vous êtes dans un secteur ultra protégé où on manque cruellement de personnel, comme dans certains secteurs informatiques, où là, vous n'avez pas besoin de CV, à la limite, on s'en fout. Voilà, il y a des milieux comme ça, on a tellement besoin de candidats que les candidats sont rois, et dans ce cas-là, la question se pose peu ou pas. Que votre CV soit bon ou mauvais, c'est totalement secondaire. Par contre, pour la plupart des autres postes, des autres secteurs, eh ben, ce n'est pas encore le cas. Il y a de la concurrence, et les entreprises ont le choix. Et du coup, eh ben, bien sûr, le moindre comment dire, atout ou handicap peut faire la différence à chaque étape de la recherche. Donc, la première chose que je vous préconise, c'est de faire votre bilan de compétences. Qu'est-ce que c'est qu'un bilan de compétences? C'est un bilan exhaustif de vos qualités, vos défauts un petit peu, mais surtout les qualités, éventuellement vos besoins, vos compétences, éventuellement vos carences, mais surtout vos compétences, ce que vous savez faire, éventuellement votre talent, ce que vous faites le mieux, et à partir de tout ça, une fois que vous avez mis tout ça sur la table, la question c'est qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous pouvez en faire. Autrement dit, quel projet professionnel, quel poste, dans quel secteur, dans quelle région. Vous devez répondre à ces 3 questions-là. En tout cas, moi je vous préconise ça de façon très forte. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va vous donner à la fois la force, la force aussi bien pour argumenter dans un entretien par exemple,
que ça va vous donner aussi, ça va vous faire gagner du temps. Parce qu'on perd trop de temps dans la recherche d'emploi. Des fois, on soupire, on n'en peut plus, ça dure des semaines, ça dure des mois, on en a marre, on est déçu, un entretien, puis rien, et puis un autre entretien, et rien. Voilà, vous pouvez abréger vos souffrances. C'est ce que j'ai vécu. Par obligation peut-être, mais je l'ai vécu, je sais que c'est possible. Donc je voudrais vous faire bénéficier de ça. Il se trouve que moi, mon bilan de compétences, je l'avais fait avant, donc je n'avais pas besoin de le refaire, je l'avais déjà fait. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Savoir qui vous êtes, quelles sont vos forces, vos faiblesses, ce que vous voulez faire et ce que vous pouvez faire. Votre projet professionnel doit être motivant et réaliste. Point à la ligne. Tout le restant, c'est secondaire. Une fois que vous avez fait ça, vous vous posez la question de savoir comment vous allez prospecter, c'est-à-dire comment vous allez contacter les entreprises pour décrocher des rendez-vous. Donc là, il y a deux choses à faire. Il y a une sorte de ciblage à faire, c'est-à-dire de repérer à la fois les entreprises, les secteurs, les régions, d'un côté, et de l'autre côté, bien sûr, les voies d'accès, c'est-à-dire comment, par quel site, puisqu'aujourd'hui tout passe quasiment par les sites, soit si vous voulez absolument travailler dans une entreprise, pourquoi pas, voilà, dans ce cas-là, vous allez contacter l'entreprise directement sur son site, ou aller la voir si c'est un hôtel, par exemple. Mais la plupart du temps, en fait, aujourd'hui, les gens recherchent par d'autres moyens, c'est-à-dire soit des sites de recherche d'emploi, il y en a de plus en plus, et ils sont de plus en plus spécialisés, soit tout simplement des réseaux sociaux qui sont des quasi-sites, comme par exemple LinkedIn et autres. Donc ça, il faut réfléchir un petit peu à la stratégie de prospection que vous allez mener. Parce que votre stratégie, elle doit obéir à des critères très simples, qui en particulier, c'est celui de la cohérence. La cohérence avec le secteur, avec surtout le nombre de postes qu'il y a. Ça veut dire très concrètement, si vous cherchez un poste pour lequel il y a, 25 postes par an, vous n'allez pas avoir une stratégie extensive de tirer sur tout ce qui bouge et d'envoyer des CV un peu partout. Vous allez chercher le meilleur moyen de contacter au plus près les entreprises susceptibles de recruter. Donc ça, c'est du bon sens, mais malheureusement, ce n'est pas toujours respecté par les candidats. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, vous allez bien sûr rédiger un CV et une lettre. Alors, j'ai écrit 3 livres, 3 autres livres, dont un sur le CV, un sur la lettre. Mais déjà, dans celui-là, vous avez quand même beaucoup d'informations. Vraiment, vous avez beaucoup d'informations pour faire un vrai et un bon CV. Et mon avis, c'est ce que je dis dans les autres livres, c'est qu'un CV et une lettre, ça doit obéir à 4 critères, que j'appelle les 4 C. Les 4 C, c'est quoi? C'est, premier critère, la créativité. Vous devez vous démarquer. Vous devez avoir un CV original qui est remarqué, remarquable, et qui fait qu'on va vous appeler, qui fait qu'on va se rappeler de vous déjà. Parce que vous êtes en compétition avec des gens qui font le même boulot que vous, qui sont au même niveau que vous, qui ont fait les mêmes écoles que vous, qui ont les mêmes expériences que vous, qui ont les mêmes résultats que vous, qui ont les mêmes compétences extra-professionnelles que vous, à un poil de chameau près. Donc il faut absolument sortir du lot. Et ça c'est de la créativité, et c'est essentiellement, c'est 90% de forme, de mise en forme. Deuxième critère, la cohérence. Dans le livre sur les CV, j'explique qu'en fait que j'ai travaillé pour des tas d'écoles, commerce, ingénieur et art. Et en particulier, j'ai travaillé pour une école d'art qui s'appelle Créapol, en fait, à Paris, dont les étudiants avaient des CV vraiment très créatifs. De ce point de vue-là, bravo les profs, parce que leurs CV étaient tous originaux, tous différents, travaillés, c'était presque des œuvres d'art. Sauf que, et c'est pour ça peut-être qu'ils ont fait appel à un individu comme moi, la plupart d'entre eux étaient totalement incohérents. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun rapport entre la créativité, entre la couleur, entre la forme et le CV. Et pour moi, c'est évident que plus c'est créatif, plus c'est cohérent. Alors cohérent avec quoi? Votre CV, il doit d'abord être cohérent avec votre métier, avec votre poste, avec votre fonction. Ça, c'est le plus important. Si vous avez un CV commercial, vous pouvez avoir vous pouvez avoir un CV commercial si vous êtes commercial. Et d'autant plus. Un CV commercial pour un gestionnaire, c'est un peu bizarre. Voilà, donc ça c'est des choses simples. Deuxièmement, votre CV, il doit être cohérent avec le secteur d'activité ou le produit ou l'objet de l'entreprise. Évidemment. Évidemment. Je me rappelle avoir récupéré un CV CD sous forme de CD audio qui avait été envoyé à Philips, l'usine qui fabriquait les CD. Voilà, et c'était totalement adapté, bien sûr. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de CD, mais peu importe, c'est un exemple. Troisième critère, tout aussi important, bien sûr, la clarté. La clarté. Les CV en France sont lus en moyenne en 15 secondes. 15 secondes, c'est très peu, très court. En 15 secondes, on ne peut rien lire du tout. Quelques mots, quelques phrases comme ça. Donc qu'est-ce qu'on retient? On retient en général ce qui est mis en valeur par le candidat. Pas ce qui devrait être remarqué, repéré, mémorisé par le recruteur. Ça se fait n'importe comment. Et c'est la forme qui conditionne la mémoire.
Donc il faut absolument chiader, travailler, peaufiner la forme. Donc il faut décider à l'avance quelles sont les 3, 4 ou 5 informations essentielles que le recruteur doit avoir dans le crâne après avoir lu en diagonale votre lettre, parce que s'il lit le CV en 15 secondes, vous imaginez le temps qui reste pour la lettre. C'est-à-dire pas grand-chose. La plupart du temps, elles ne sont pas lues d'ailleurs. La plupart du temps, on n'y croit pas et la plupart du temps, il n'y a rien d'intéressant. Donc 15 secondes pour un CV, ça veut dire que vous avez en fait 4 informations à lui rentrer dans le cerveau. Et ces informations, ce sont les titres des rubriques. Les titres des rubriques. Et déjà le titre du CV, c'est-à-dire le poste que vous recherchez, avant votre nom, qui est secondaire. Ensuite, il y a 4 rubriques dans un CV. La première rubrique, c'est la rubrique compétences. C'est ça qui intéresse le recruteur. Et bien, vous devez faire un titre qui explicite le type de compétences et le nombre de compétences que vous proposez. Compétences qui sont évidemment cohérentes avec le poste. Vous ne mettez pas tout. Surtout pas. Jamais. Deuxièmement, si vous êtes débutant, vous allez mettre évidemment d'abord la formation. Si vous êtes confirmé, vous allez mettre d'abord l'expérience. Et là encore, vous faites une synthèse. Une synthèse qui contient un chiffre, un adjectif ou un nom. 15 ans d'expérience commerciale. Une formation Bac+2 en, je sais pas quoi, en marketing. Un mot ou un nom et un chiffre à chaque fois. C'est indispensable. Et ça, vous le mettez en gros, en gras, en majuscule. Il faut que ça flash. Il faut qu'il voit ça tout le temps. Il faut qu'il n'ait même pas à le lire, même pas à le chercher. Le restant, c'est du détail. Si ça c'est fait, vous aurez le rendez-vous uniquement sur ça. Le restant, c'est du détail. Le restant, c'est pour prouver que. Pareil pour éventuellement la rubrique compétences annexes. Qu'est-ce qu'on appelle les compétences annexes? C'est les compétences linguistiques et les compétences informatiques. Annexes, sauf évidemment pour les informaticiens et évidemment sauf pour les traducteurs-interprètes, pour les langues. Voilà. Et la rubrique finale poubelle, divers, loisirs, moisirs et compagnie, eh bien cette rubrique-là, vous la transformez bien sûr. Déjà, vous faites le tri, vous virez tous les loisirs à la con et vous gardez que les loisirs actifs. C'est ça qui intéresse les recruteurs. Et vous les structurez, vous les hiérarchisez. Et surtout, vous tirez la quintessence de ça, c'est-à-dire qu'est-ce que ça prouve de vous positivement, quelle compétence ou éventuellement quelle qualité ou quelle connaissance ou quelle expérience ça prouve de vous, qui est utilisable ou déclinable pour l'entreprise. C'est ça la clarté. Ensuite, il faut faire attention à la forme. La forme, c'est les polices de caractère, la mise en page, les couleurs, les styles et tout ça. Moi, je suis d'avis d'avoir une ou deux maximum, mais idéalement une seule police de caractère. Voilà. Moins il y en a, mieux ça vaut. Pas le moins de styles possible. Gras, italique, terminé. Non, pas d'italique. Le gras, majuscule, et puis c'est tout. L'italique, ça se lit mal. Donc voilà, faites au plus simple. Éventuellement la couleur. Mais pas 25 couleurs, une seule couleur. 2 maximum. Si vous faites un contraste, si c'est des couleurs, si c'est des codes couleurs du secteur, si c'est des couleurs de l'entreprise, pourquoi pas. Voilà. Et bien sûr, j'ai oublié dans la cohérence, j'ai oublié la cohérence avec votre personnalité. Bref, la clarté, j'espère que voilà. Donc la clarté, ça veut dire faut éliminer impitoyablement tout ce qui est inutile, tous les détails. Par exemple, on s'en fout de savoir que vous avez fait votre stage en mai 2017 et qui s'est terminé en juillet 2017. Vous mettez 2017, 3 mois. Et ce qui est important, c'est 3 mois en 2017. L'année, on s'en tape. C'est pas là-dessus que vous allez obtenir le rendez-vous. Tout ça, ça sera vérifié en rendez-vous, si vous l'avez. Mais encore faudrait-il l'avoir. Donc réfléchissez bien à quelles sont les informations essentielles pour l'entreprise. C'est pas la boîte où vous avez travaillé, c'est le poste que vous avez occupé, c'est la durée pendant laquelle vous l'avez occupé et c'est les résultats que vous avez obtenus. Le reste, c'est secondaire. Voilà le travail. Et le dernier critère qui vous reste à travailler, c'est le critère évidemment commercial. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça, commercial? Ça veut dire que vous envoyez un CV pour vendre votre candidature, pour décrocher un rendez-vous. Donc tout ce qui est positif, vous le mettez et vous le revalorisez, vous le mettez en gros, en gras, en majuscule, en grand. Tout ce qui est négatif, vous le supprimez. Tout ce qui est neutre, vous le diminuez. Il faut qu'on le voit, mais pas vraiment, pas trop, un peu, après. Donc c'est une chasse en fait impitoyable à tout ce qui est redondant, inutile, anecdotique. Tout ce qui pourrait vous desservir, votre date de naissance, vous la mettez jamais. Parce qu'on peut en tirer des informations sur votre signe astral. Et même si personne n'y croit, tout le monde le regarde quand même. Et si vous avez un signe qui ne correspond pas à la tête du recruteur, vous êtes éliminé bêtement sur un truc que vous avez vous-même donné. En fait, c'est stupide. Et ne croyez pas que ça n'existe pas. Ça existe. J'ai plein d'anecdotes à raconter. Donc,
Voilà, ça c'est les 4 critères du CV, c'est les plus importants. Sur la lettre, c'est la même chose, évidemment, sauf que, bien entendu, la difficulté, c'est que faut adapter au contexte. D'accord. Donc, à la limite, c'est plus facile dans le CV que dans la lettre, à mon avis. Mais bon, ça c'est une question de proportion et d'entraînement aussi. Ça dépend avec quoi vous êtes à l'aise. Donc une fois que vous avez fait votre CV, vous faites votre lettre. La lettre, j'ai donné le plan détaillé dans le grand livre de la lettre de motivation. Mais pour moi, une lettre, non seulement ça obéit aux 4 critères, mais ça a 3 ou 4 rubriques, pas plus. Première rubrique, l'accroche. Vous recherchez quelqu'un comme ci et comme ça, telle qualité, telle expérience, telle compétence. Voilà. Ça, c'est une accroche en fait. C'est 1 ou 2 phrases, pas plus. Et vous décrivez en fait à la fois ce qu'il recherche et ce que vous êtes. C'est le point commun en fait. Deuxième paragraphe, l'argumentation beaucoup plus développée. Je corresponds en tout point à ce profil et voici les preuves. Et voici, et vous trouverez, comme vous pouvez le vérifier dans le CV 6 juin. Vous renvoyez au CV, mais vous mettez quand même la synthèse. Vous mettez les titres en fait. 5 années d'expérience en ingénierie, 3 années en Angleterre, une formation Bac plus 4 en chimie des matériaux, n'importe quoi. Enfin n'importe quoi, pas n'importe quoi quand même. Mais voilà. Troisième paragraphe, la conclusion. Vous demandez un rendez-vous. En ce qui concerne ma personnalité ou ma motivation, je vous propose d'en parler lors d'un prochain rendez-vous. Ni soumis, ni agressif. Vous proposez. Et vous sous-entendez prochainement. Pourquoi attendre? Votre intérêt, c'est le plus vite possible. Et enfin, le PS, vous mettez et vous gardez dans ce PS le seul argument massu que vous avez, si vous en avez un. Ce qui suppose d'avoir réfléchi. Ça, c'est le côté commercial de la lettre. Le PS est mémorisé à 93%. Il ne faut donc pas gâcher cette fenêtre de tir. Donc si vous avez un argument massu, c'est là qu'il faut le mettre. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être quelque chose comme je suis disponible de suite ou je suis mobile géographiquement si vous savez que c'est important pour la boîte. Ça peut être aussi tout simplement quelque chose du genre j'ai déjà travaillé pour vous ou pour vos clients ou sur vos process etc. Donc voilà, ça c'est très important. Après, bien sûr, il y a l'entretien d'embauche. Donc l'entretien d'embauche, c'est pas compliqué, ça se travaille. Pour être bon en entretien, il n'y a qu'une solution, c'est en bouffer. Moi, j'étais devenu un lion parce que j'en ai fait plus de 100. À un moment donné, le cerveau, ça devient automatique. En fait, on anticipe tout, on connaît quasiment toutes les questions, on est préparé, paf, question-réponse. Comme un sportif. Entraînez-vous. Si possible, avec des amis, avec des pros, avec des proches. Et au pire, je ne devrais pas le dire, les recruteurs vont me détester, mais à la limite, répondez à des postes qui vous intéressent que moyennement. On ne sait jamais, d'ailleurs, des fois, vous pouvez peut-être aller dans un poste qui finalement vous intéressez pas, mais qui vous plaît ou qui vous correspond et qui va vous retenir. C'est ce qui m'est arrivé, donc voilà, on ne sait jamais. Mais en tout cas, l'intérêt, c'est que vous allez commencer avec des rendez-vous sans pression. Ça, c'est très important. Comme ça, vous allez pouvoir vous entraîner, vous améliorer, vous noter qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous gêne, quelles questions, quelles réponses, à quel moment. Ça, c'est le plus important. Donc, dans ce livre, j'explique d'une part qui sont les recruteurs, les différents types de recruteurs, quelles sont leurs méthodes, quels sont leurs critères, quels sont les différents types d'entretiens, combien d'entretiens il y a, combien durent les entretiens, comment se passe l'entretien, le début, le milieu, la fin, les questions, les fameuses questions, les questions pièges. À mon avis, il n'y en a pas, ou très peu, ou très rarement, mais il peut y en avoir. Il faut les connaître, c'est toujours les mêmes. Voilà. Et puis si vous êtes déstabilisé, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment réagir? Et puis enfin, le plus important, la fin. Est-ce que vous allez oser poser des questions? Ça, c'est important, déterminant, essentiel. Pour moi, enfin, après, ça dépend du niveau, mais un cadre qui ne pose pas de questions à la fin de l'entretien, c'est qu'il n'est pas motivé ou alors il est soumis. C'est un truc qui ne va pas, c'est presque un arrêt de mort. Donc vous devez poser des questions. C'est pas compliqué. Vous devez poser des questions à votre recruteur pour savoir ce qu'il pense de votre candidature. Et puis après, il y a évidemment, après ou avant les entretiens, il y a les tests. Et d'une façon générale, on pourrait presque amalgamer ces deux parties-là. C'est ce que j'appelle l'évaluation, c'est-à-dire comment les recruteurs vous évaluent. Le test étant un moyen d'évaluation parmi d'autres, mais il y en a plein d'autres. Il y a la graphologie qui est de moins en moins utilisée, mais qui l'est quand même, a posteriori. Avant, elle était a priori. Ça veut dire qu'avant, en fait, on demandait une lettre de candidature dans la moitié des annonces, et comme ça, on faisait des tris sur les lettres quand on avait trop de CV. C'était génial. Moi, je l'ai fait.
Voilà. Aujourd'hui, en fait, comme il y a une loi qui a mis un peu le doute là-dessus, on attend en fait d'avoir 3 ou 4 candidats, et quand il en reste 3 ou 4, on leur demande à eux de faire une lettre de candidature sur place, devant le recruteur, comme ça on est sûr que c'est eux qui ont bien écrit la lettre. Parce que la plupart des lettres n'étaient pas écrites par les candidats. Et après on disait, la graphologie, ça marche pas. Bah, tu m'étonnes. Donc après, il y a plein d'autres moyens d'évaluer un candidat, et les recruteurs sont en général formés et se forment, et puis si ce n'est pas le cas, ils apprennent sur le tas, notamment à décoder la communication non verbale, parce que c'est le meilleur moyen de savoir si vous mentez ou pas. Donc moi, mon avis, c'est ne mentez jamais un recruteur. Le seul mensonge auquel vous avez le droit, c'est le mensonge par omission. C'est-à-dire que vous avez le droit de ne pas parler de quelque chose qui pourrait vous mettre en porte-à-faux, si on ne vous le demande pas. Mais ne mentez pas, vous allez vous trahir d'une manière ou d'une autre. Le corps ne ment jamais. Et quand on n'a que ça à faire de regarder un candidat, à moins d'être vraiment un abruti ou un débutant, je crois que c'est très difficile de ne pas le voir. Donc vous avez presque aucune chance de... Voilà. Faut pas jouer au con, en fait. C'est ça que j'ai envie de dire. Pour le coup, je parle pour mon ancienne caste, mais il ne faut pas jouer au plus fin avec ces gens-là. Dans le doute, ils ne vous prendront pas. C'est pas compliqué. Moi, je suis recruteur, j'ai un doute sur vous, sur votre véracité, je ne vous prends pas. Je n'ai pas le droit à l'erreur, je n'ai pas le droit de prendre des risques. Je suis payé pour valider, pour verrouiller, pour vérifier tout. Donc ils vont tout vérifier, ils peuvent appeler vos anciens employeurs, et ils ont le droit. Et si vous ne le voulez pas, tant pis pour vous. Et si vous avez quelque chose à vous reprocher, anticipez ça aussi. Parce que c'est comme ça que ça marche. Et c'est normal. Voilà, donc après il y a ce que j'appelle les cas particuliers. Donc les cas particuliers, c'est quoi? C'est d'une part les handicaps. Handicap non pas au sens strict du terme de handicap comme un handicapé physique ou machin, ou mental, mais le fait que par rapport à la recherche d'emploi, certains aspects de la candidature peuvent paraître des handicaps. Par exemple, vous avez tous entendu dire que « Ah bah oui, mais on m'a dit que j'étais trop jeune ». Ok, ça c'est un handicap, la jeunesse pour certains postes. Voilà, mais ce n'est pas un vrai argument, parce que si c'était le cas, pourquoi on vous aurait convoqué en entretien? En général, votre âge, il est écrit sur votre CV, donc c'est un argument bidon. Donc c'est une objection. Donc la plupart des handicaps ne sont que des prétextes pour ne pas vous recruter. Donc si vous ne répondez rien, bah, du coup, qui ne dit mot consent, vous vous laissez égorger. Donc moi, mon avis, c'est que vous devez préparer des réponses à ces objections. Trop jeune, trop vieux, trop diplômé, pas assez diplômé, trop expérimenté, pas assez expérimenté. Voilà. En gros, l'eau est toujours trop mouillée, quoi. C'est ça qu'il faut répondre. Mais il y a des manières plus fines, plus subtiles évidemment, de travailler cette réponse-là. Et moi, donc, j'ai inventorié, je ne sais plus combien, une quinzaine de cas comme ça qu'on peut vous balancer à la figure, quoi. Une quinzaine d'objections. Après, il y a les différentes façons de travailler, c'est-à-dire les différents statuts. Aujourd'hui, on parle du slashing, je crois, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. L'habitude, en fait, qu'ont les anglo-saxons de juxtaposer différents types de métiers ou de statuts. Donc, ça veut dire que voilà, vous pouvez travailler en tant que salarié, en indépendant, en auto-entrepreneur, en CDD, en CDI, en vacataire, par intérim. Enfin bref, il y a des stages aussi. Voilà, il y a tout un tas de... Avant, il y avait la coopération. Donc, il y a des statuts différents qui permettent de travailler autrement. Et puis après, il y a des particularités aussi. Il y a des questions qu'on peut se poser en fonction de vos goûts, de vos besoins, de vos contraintes. Est-ce que vous avez intérêt? Est-ce que vous voulez travailler dans le public, dans le privé? Est-ce que ça n'a aucune importance? Mais sachez que chaque entreprise a sa culture et il n'est pas certain que vous puissiez vous adapter à toutes les cultures, même si vous êtes très adaptable. Une entreprise, c'est une culture. Voilà, et c'est comme ça. Et donc, il faut essayer de trouver l'entreprise qui a la culture qui correspond à la vôtre. Sinon, vous risquez de souffrir. Voilà, voilà. Et puis la dernière rubrique, en fait, la dernière partie, la 5e partie du livre, ça s'appelle en fait évoluer en entreprise. Donc ça, c'est la fin, c'est l'après. C'est-à-dire, imaginez, vous avez été embauché, ok, qu'est-ce qui se passe dans les premiers mois? Parce que de toute façon, c'est pas parce que vous êtes embauché que vous êtes définitivement dans l'entreprise. Pendant la période d'essai, vous pouvez à tout moment soit partir, soit être viré légalement sans aucune justification par l'entreprise. Donc ça dépend de votre statut, hein, ça peut aller jusqu'à 3-4 mois, je crois, ça peut être éventuellement la période d'essai peut être reconduite avec votre accord en principe. Mais voilà, moi ça me paraît absolument normal et éventuellement, donc vous pouvez aussi vous préparer à ça. Donc ce qu'on appelle l'intégration. Donc réfléchissez comment vous pouvez positiver, améliorer votre intégration dans l'entreprise. Et puis après, dans ce livre, il y a même une petite... un chapitre entier en fait
sur comment évoluer en entreprise, avec la formation, avec tout un tas de paramètres et de phénomènes. Il y a beaucoup de choses à faire et à voir. Donc du coup, vous pouvez évoluer aussi, pas seulement avec la formation, mais avec le coaching, avec le 360 degrés. Enfin, voilà, ce n'est pas les outils qui manquent aujourd'hui. Donc encore une fois, votre intérêt, c'est de vous informer, parce que le savoir, c'est le pouvoir, et comme dirait l'autre, la préparation prime l'action. En tout cas, c'est un peu ma devise. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir davantage, pour l'instant, ça s'appelle Savoir se faire recruter chez Studirama, Patrice Rass. Ça changera très certainement de couverture et peut-être de titre. Ça, c'est vous qui voyez. Merci de votre écoute.